Holodomor, cela veut dire famine en ukrainien. C'est l'un des plus grands crimes qui fut commis dans l'histoire de l'humanité. L'organisation d'une famine qui fit en une seule année des millions de victimes. Découvrons ensemble l'histoire de l'Holodomor, la mise à mort du peuple ukrainien par l'URSS. On y va. Avant de commencer cette joyeuse histoire, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci beaucoup. On commence bien sûr par un peu de contexte, sinon on n'y comprend rien. En 1927, la nouvelle politique économique mise en place par les bolcheviks rencontre un succès inattendu. Mais tout n'est pas parfait. Le gouvernement impose des prix bas pour les produits agricoles et des prix élevés pour les produits industriels. Les paysans n'ont aucun intérêt à vendre leur surplus agricole par le marché officiel. Ils vendent leurs marchandises au black, ce qui crée un marché parallèle. En 1928, Joseph Staline vient de gagner sa lutte politique en se débarrassant des encombrants trotskistes. Il peut donc s'attaquer au marché noir en mettant en place des réquisitions forcées. Mais cette contre-économie était devenue essentielle, et les premières mesures sont inefficaces. La répression est donc plus forte, et les réquisitions sont désormais systématiques. De grandes pénuries vont alors toucher une grande partie de l'URSS, et l'Ukraine subit une première grave disette durant l'hiver 1928-1929. En 1929, le pouvoir soviétique met en place le plan quinquennal. Tout cela est complexe, mais pour faire simple, c'est une collectivisation des ressources agricoles. Cela se fait par l'expropriation des paysans, et notamment ceux des régions les plus fertiles. Cette politique est si violente pour la population paysanne que ceux-ci sont obligés de faire des réserves illégales. La répression est une nouvelle fois féroce, conduisant à la déportation de presque 2 millions de paysans. Et on ne parle pas encore de l'Holodomor, c'est juste le contexte pour l'instant. Pour mener à bien cette collectivisation, les autorités recrutent des brigades de choc, composées majoritairement d'anciens membres de la pègre. Cette répression amène la paysannerie russe à se soulever contre le pouvoir communiste. De 1929 à 1931, de nombreuses manifestations vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire de l'URSS. Parfois, ce sont même de véritables soulèvements armés, comme au Kazakhstan ou dans le Caucase. L'Ukraine est l'un des principaux foyers de la révolte. Les insurrections sont si nombreuses que plus de 100 districts échappent au contrôle du pouvoir. Les paysans exigent la fin de la collectivisation et revendiquent une Ukraine indépendante. Staline décide de ne pas employer la manière forte. C'est surprenant et ça ne va pas durer, mais pour le moment, il calme le jeu. En bon dictateur, il rejette la faute sur son administration qui n'aurait pas bien compris ses ordres. La collectivisation en Ukraine est donc repoussée de quelques années. Mais la Grande Dépression frappe les grandes économies capitalistes. Et l'URSS, de par ses partenariats commerciaux, est également touchée par la crise. Bref, la situation économique et agricole est pas terrible. Mais ce n'est pas le seul problème. Au début, les politiques soviétiques encouragent l'indigénisation. Le principe est de renforcer le sentiment national des différentes régions de l'URSS dans le but de rompre avec la politique tsariste qui englobait tout dans une seule unité. Des alphabets sont créés pour les différentes langues, des indigènes sont promus à des postes de responsabilité, et les régions ont une autonomie renforcée. Ça part plutôt bien. Une attention spécifique est portée à l'Ukraine. En effet, c'est le deuxième territoire en termes de superficie de l'URSS. Et durant la guerre civile russe, ces coquins d'Ukrainiens s'étaient même proclamés indépendants. Ils se prennent pour qui? L'Ukraine bénéficie donc d'un traitement favorable lors des premières années du pouvoir communiste. Mais lorsque la nouvelle politique économique est annoncée, la collectivisation, ça se passe mal. Très mal. Et de nombreux soulèvements armés ont lieu dans tout le pays, en plus des manifestations. L'indigénisation est désormais remise en cause. On l'accuse d'encourager le séparatisme. Nous sommes fin 1932 et le régime soviétique va bientôt sévir contre l'Ukraine. En 1930, l'État soviétique collecte 30% de la production agricole ukrainienne.
En 1931, c'est 41%. Vous ajoutez à cela une mauvaise récolte en 1931 et vous obtenez un début de famine en mai 1932. Le chef du gouvernement ukrainien, Vlas Tchoubar, alarmé par la situation, adresse une lettre à Staline en l'implorant d'envoyer de l'aide alimentaire d'urgence. Le pouvoir réagit, mais assez mollement. Forcément, puisqu'il y a une pénurie dans toute l'URSS. Pénurie causée par l'incompétence des dirigeants soviétiques, qui ont complètement surestimé la récolte de 1931, en la réquisitionnant bien plus que les autres années. Durant l'année 1931, 150 000 personnes meurent de la famine en Ukraine. Et on n'est même pas encore dans ce qu'on appellera l'Holodomor. La même année, au Kazakhstan, un tiers de la population meurt de la famine. Un tiers juste parce que des connards de soviétiques se sont trompés dans les calculs. Devant l'ampleur de cette première famine et les risques que court le régime, Staline recule. Il diminue la collecte des récoltes, notamment en Ukraine, où la situation est vraiment compliquée. Mais en 1932, tout va sérieusement se compliquer. Et l'URSS va commettre un véritable crime contre l'humanité. Les différentes mesures prises ne fonctionnent pas. La campagne de collecte de 1932 en Ukraine est mauvaise. Les objectifs ne sont pas atteints et les dirigeants locaux demandent encore une baisse des exigences soviétiques. Staline, le père des peuples, sévit une première fois. Il revient sur une partie des concessions accordées aux paysans et promulgue la loi des épis. 5400 personnes seront condamnées à mort pour avoir volé quelques épis de blé ou de seigle. Les objectifs n'étant toujours pas atteints, parce que la récolte est mauvaise, rappelons-le, c'est ça la principale raison, l'URSS décide de remplacer toutes les structures locales par Vyacheslav Molotov, un nom qui fait peur. Il met au pas les tauliers locaux, mais lui aussi doit se faire une raison. Les objectifs de la collecte ne seront pas atteints. Fin 1932, un certain nombre de décisions sont prises concernant l'Ukraine. 18 novembre, les paysans ukrainiens doivent rendre leur avance en grains qu'on leur avait accordée durant la précédente collecte. 20 novembre, tous les paysans n'atteignant pas leur objectif devront payer une amende sous forme de viande. 27 novembre, le pouvoir soviétique décide que l'Ukraine devra fournir un tiers de la collecte de l'ensemble de l'URSS. 28 novembre, toutes les fermes qui ne livraient pas leur quota de grains devaient céder immédiatement 15 fois la quantité de grains exigée sur un mois, avec interdiction de commercer ou de recevoir de l'aide du reste du pays. 14 décembre, autorisation de déporter toute personne étant soupçonnée de saboter la collecte. 21 décembre, Staline décide que le quota annuel en grains de l'Ukraine pour l'année devait être atteint dès le mois de janvier. 27 décembre, les paysans n'ont plus le droit de résider dans les villes. On le rappelle, Staline, petit père des peuples. 22 janvier 1933, interdiction pour les paysans ukrainiens de quitter leur région. Les gens vont subir la famine et ils n'ont même pas le droit de partir. Plus de 200 000 personnes seront déportées dans les goulags. Et sans surprise, la collecte n'a pas atteint ses objectifs. Le régime soviétique décide donc de réquisitionner tous les stocks alimentaires. Ce qui revient littéralement à affamer la population. Les paysans n'ont plus le choix, il leur faut fuir et rejoindre les villes. Mais l'armée les en empêche et les renvoie mourir par centaines de milliers. On rappelle que le communisme, à la base, voulait défendre les ouvriers et les paysans. On y ajoute également une politique de terreur, où une grande partie des autorités ukrainiennes sont purgées. Plusieurs milliers de cadres sont déportés ou exécutés. Au printemps 1933, la mortalité est au plus haut en Ukraine. La famine fait des ravages, auxquels s'ajoutent le typhus et le cannibalisme. Une femme médecin va décrire la situation dans une lettre. Les bonnes personnes sont mortes en premier. Celles qui ont refusé de voler ou de se prostituer sont mortes. Celles qui ont donné de la nourriture à autrui sont mortes. Celles qui ont refusé de manger des cadavres sont mortes. Celles qui ont refusé de tuer leurs prochains sont mortes.
Les parents qui ont résisté à l'anthropophagie sont morts avant leurs enfants. Les parents doivent abandonner leurs enfants et on se retrouve avec des dizaines de milliers d'enfants errants. L'autorité centrale va mettre très longtemps à intervenir, et cela de manière volontaire. Le but est clairement de punir l'Ukraine, en affamant et génocidant la population paysanne, que les communistes sont censés défendre. Les dirigeants étrangers en visite en Ukraine sont trompés sur l'état réel de la situation, ou alors ils ont fermé les yeux. Il faudra attendre le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, en 1973, pour connaître la vérité. Des survivants ukrainiens tenteront bien de témoigner, après avoir fui en Europe de l'Ouest, mais les partis communistes des pays en question, notamment en France, nieront ce crime. Selon l'URSS, la famine fit 2,8 millions de morts en Ukraine. Tous les historiens sont d'accord pour dire que ce chiffre est minoré. L'estimation qui revient le plus souvent est de 4 millions de morts. Le régime communiste a tué près de 4 millions de personnes en Ukraine, en majorité des paysans, et en une seule année. Ils ont organisé sciemment et à dessein une famine. C'est l'Holodomor, l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Wow, encore une vidéo joyeuse qui ne sera pas monétisée. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.